Imaginez découvrir, presque par hasard, des clés USB contenant les traces détaillées d'une vie criminelle qui aurait duré plus de 50 ans, des dizaines de victimes, plusieurs pays, plusieurs continents, et des faits qui auraient traversé plusieurs générations. Oui, l'affaire dont on va parler aujourd'hui est particulièrement hors norme. Selon les éléments rendus publics par le parquet de Grenoble, au moins 1,89 adolescents auraient été victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Les victimes recensées étaient âgées de 13 à 17 ans. Et derrière cette affaire se trouve un homme aujourd'hui âgé de 780 ans, Jacques Leveugle. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire en février 2024. Mais attention, ce qui rend cette affaire particulièrement vertigineuse, ce n'est pas seulement le nombre de victimes présumées. C'est aussi la durée des faits. Selon l'enquête, ils auraient commencé en 1967 et se seraient poursuivis jusqu'en 2022, plus de 5 décennies, 55 ans potentiellement, et pas dans un seul endroit. L'homme aurait vécu ou travaillé dans plusieurs pays, en Allemagne, en Suisse, au Maroc, au Niger, en Algérie, aux Philippines, en Inde, en Colombie, mais aussi en France, notamment en Nouvelle-Calédonie. Et dans plusieurs de ces endroits, il aurait exercé comme enseignant, éducateur ou assistant scolaire, sans disposer des diplômes correspondants. Et c'est justement là que l'histoire devient encore plus glaçante. Parce que lorsqu'un prédateur présumé évolue dans des environnements où il peut côtoyer des adolescents, il peut bénéficier d'un élément essentiel, la confiance. Une fonction éducative peut donner une apparence de respectabilité. Une position d'adulte peut créer de l'autorité. Et cette apparence peut rendre certains comportements beaucoup plus difficiles à repérer. Mais comment cette affaire a-t-elle finalement été découverte? Eh bien, c'est là qu'intervient un élément presque incroyable, des clés USB. À l'intérieur, les enquêteurs auraient découvert des documents que Jacques Leveugle appelait lui-même ses mémoires. Oui, ses propres mémoires. Des écrits dans lesquels il aurait minutieusement consigné des éléments concernant ses crimes présumés. Un peu comme si quelqu'un décidait de conserver volontairement la trace de ce qu'il avait fait. Et c'est précisément cette documentation qui aurait contribué à faire tomber le suspect. Selon le procureur de la République de Grenoble, Étienne Manteau, l'homme aurait une manière particulière de présenter ses actes, il intellectualise ses penchants. Autrement dit, au lieu de considérer simplement ses actes comme des actes criminels, il aurait cherché à les inscrire dans une forme de récit personnel. Et ça, psychologiquement, pose une question extrêmement importante. Pourquoi certains criminels ressentent-ils le besoin de documenter leurs propres actes? Est-ce une manière de se raconter une histoire à eux-mêmes, de rationaliser ce qu'ils font, de conserver une trace, ou simplement de maintenir une forme de contrôle sur leur propre récit? On ne peut évidemment pas déduire les motivations psychologiques précises d'une personne à partir de quelques éléments médiatiques. Mais une chose est certaine, documenter ses actes peut, paradoxalement, laisser derrière soi des preuves considérables. Et dans cette affaire, ces traces auraient joué un rôle majeur. Autre élément particulièrement important, l'appel à témoins. Le parquet de Grenoble a décidé de rendre publique l'identité du suspect afin d'identifier d'éventuelles autres victimes. Pourquoi ? Pourquoi? Des incès des étrobas, allez croire. Qu'atuzen maman ça, allez croire, et z, la pété moins important. Parce que les enquêteurs pensent qu'il pourrait y en avoir davantage. À ce jour, près de la moitié des victimes recensées, soit une quarantaine, auraient déjà été identifiées et auditionnées par les enquêteurs. Mais l'enquête cherche encore à comprendre l'ampleur exacte des faits. Et il faut souligner quelque chose de très important. Certains faits remontent à plusieurs décennies. Cela signifie que la question de la prescription peut entrer en jeu pour certains actes commis avant 1993. Mais même lorsqu'un fait est juridiquement prescrit, son identification peut rester importante pour comprendre l'ensemble du parcours criminel présumé et permettre à d'éventuelles victimes de parler. Et derrière tous ces chiffres, il ne faut surtout pas oublier une chose. Il ne s'agit pas uniquement de 89 victimes. Ce sont 89 personnes, 89 histoires, 89 vies qui auraient pu être profondément marquées par ce qu'elles auraient subi, et peut-être davantage. C'est aussi pour cela que les affaires de violences sexuelles sur mineurs sont si difficiles à comprendre. Les victimes peuvent mettre des années, parfois des décennies, avant de parler. La peur, la honte, la culpabilité, la difficulté à mettre des mots sur ce qui s'est passé, et parfois,
Simplement l'incapacité à comprendre, lorsqu'on est adolescent, qu'un adulte est en train de franchir une limite. C'est justement pour cette raison que les enquêteurs cherchent aujourd'hui à identifier d'autres personnes susceptibles d'avoir été victimes. L'objectif est de reconstituer le parcours présumé de cet homme avec le maximum de précision. Mais voici ce qui donne à cette affaire une dimension encore plus troublante. Si les faits évoqués par l'enquête s'étendent réellement de 1967 à 2022, cela signifie qu'un même parcours criminel aurait traversé des époques, des pays et des systèmes sociaux complètement différents. Des décennies pendant lesquelles les mentalités ont changé, les lois ont évolué. Les moyens d'enquête ont été transformés. Internet est apparu. Les outils numériques se sont développés. Et pourtant, selon les enquêteurs, les faits auraient continué. Alors, la vraie question devient peut-être celle-ci. Comment un parcours aussi long peut-il rester invisible pendant autant de temps? Est-ce uniquement une question de silence des victimes, de manque de signalement, de confiance accordée à certains adultes, de déplacement constant? Ou faut-il aussi réfléchir à la manière dont nos institutions détectent les comportements à risque avant qu'ils ne deviennent des catastrophes?